La Constitution. C'est l'équivalent pour un pays de ce qui est la fondation pour une maison. Mais vous vous êtes peut-être déjà demandé, qu'est-ce que c'est exactement la Constitution au Canada? Est-ce que c'est une déclaration? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est une loi? Eh bien, allons droit au but. Qu'est-ce qu'est la Constitution au Canada? Donc, c'est quoi la Constitution du Canada? En fait, la Constitution du Canada, c'est essentiellement deux lois, ainsi que leurs annexes. La loi constitutionnelle de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982. Mais fait intéressant, ces deux lois sont en fait des lois britanniques, donc ils ont été adoptés par le Parlement anglais et ils ont eu force de loi au Canada. Afin de bien comprendre en quoi constituent ces lois et pourquoi est-ce qu'elles proviennent de la Grande-Bretagne, il faut faire un petit retour en arrière. Donc un peu d'histoire. Au tout début de son histoire, le Québec était une colonie française, la Nouvelle-France, et était à l'époque régie par le droit civil français. Vers la moitié du 18e siècle, une guerre de 7 ans éclate entre la France et la Grande-Bretagne. C'est en 1763 que la Grande-Bretagne, victorieuse, exige des concessions de la part de la France. La France cède alors dans le traité de Paris qui a mis fin à cette guerre plusieurs de ses colonies, notamment la Nouvelle-France. Le nouveau gouvernement anglais fait donc face à une difficulté évidente. En effet, sa nouvelle colonie n'a pas le même système juridique qu'elle. En Nouvelle-France, on utilisait le système de droit civil français, alors qu'en Angleterre, on utilisait la common law. C'est quoi la différence entre les deux? Essentiellement, la common law, c'est le résultat de plusieurs décisions judiciaires. Donc, à l'époque, on avait des juges itinérants qui entendaient des dossiers et donc rendaient une décision, adaptaient le droit et cette décision qu'ils prenaient devenait le droit. Alors qu'en droit civil et en France, c'est différent. On a un code qui essaie de régir le plus possible, le plus de situations de la vie de tous les jours. C'est donc pourquoi, d'ailleurs, au Québec, nous avons un code civil avec plus de 3000 articles. Donc, le gouvernement anglais se retrouvait avec une difficulté. Il devait décider quel système juridique aurait le Québec. Après la conquête anglaise en 1763, le roi d'Angleterre, George III, va délivrer la fameuse Proclamation royale. La Proclamation royale va créer la Province of Québec et va également instaurer un gouverneur général pour régner. De plus, elle va instaurer le régime juridique anglais dans l'entièreté de la province, autant au niveau civil que criminel. Le but de la Proclamation royale, c'était d'assimiler les francophones et de changer la colonie française en une colonie anglaise. Toutefois, après plusieurs années de contestation, en 1774 et 2 ans avant la Révolution américaine, le Parlement britannique va adopter l'Acte de Québec. Et l'Acte de Québec donne essentiellement aux Québécois le droit d'utiliser le droit civil. Donc, ça va être le retour du droit civil au Québec. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, au Québec, nous avons deux systèmes juridiques. Pour le droit civil, nous avons le Code civil qui est un descendant du Code Napoléon, mais nous avons également la common law pour le droit qui est public et pour le droit criminel. C'est pour ça d'ailleurs que le droit criminel est uniforme dans l'entièreté du Canada. Ensuite, nous avons eu en 1791 l'acte constitutionnel. L'acte constitutionnel créait le Bas-Canada et le Haut-Canada. Rappelez-vous, le Bas-Canada représentait à l'époque le Québec, alors que le Haut-Canada représentait l'Ontario. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que chacune de ces provinces possédait sa propre assemblée législative. Et donc, en 1867, lorsque le Parlement britannique va adopter la loi constitutionnelle de 1867, qui était à l'époque surnommée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, et qu'on va officialiser l'union du Canada et donc des 4 provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Bas-Canada et le Haut-Canada, et qu'on va créer un palier législatif fédéral. Donc, on va créer un gouvernement fédéral ainsi qu'un parlement. On va donc avoir 2 assemblées pour le même territoire. Le Parlement qui est au fédéral et les assemblées législatives qui continuent d'exister au provincial.
Donc, avec deux assemblées pour la même population, les pairs de la Confédération devaient décider quel palier législatif allait pouvoir légiférer en quelle matière. Donc, est-ce que ça allait être le fédéral ou le provincial qui allait pouvoir faire des lois pour une certaine matière? C'est ce qu'on appelle maintenant le partage des compétences. Vous remarquerez aux articles 91 et 92 et suivants de la loi constitutionnelle de 1867 que le Parlement britannique a donné la compétence, donc le droit, de faire des lois, par exemple au fédéral, de faire des lois sur les banques ou le service postal, alors qu'il a donné au provincial le pouvoir de faire des lois sur d'autres matières, comme le mariage et l'administration de la justice. Ce qui m'amène à vous parler du droit criminel. Où se situe le droit criminel dans tout ça? Mais en fait, cette question se répond en deux temps. Premièrement, vous remarquerez à l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 que c'est le gouvernement fédéral qui a le pouvoir de légiférer en matière de droit criminel. Donc, c'est lui qui peut créer des infractions, et c'est pour ça d'ailleurs que le code criminel s'applique dans toutes les provinces. Toutefois, vous remarquerez à l'article 92 que le Parlement britannique a donné dans la Constitution le pouvoir au gouvernement provincial de légiférer en matière d'administration de la justice et de création de tribunaux qui auront juridiction en matière criminelle. C'est donc intéressant parce que les infractions sont créées par le fédéral, mais sont jugées au provincial. Ce qui m'amène à vous parler de la loi constitutionnelle de 1982. Vous vous souviendrez, je vous ai dit plus tôt que la Constitution du Canada, c'était deux lois. La loi constitutionnelle de 1867, que je viens de vous dire, et maintenant la loi constitutionnelle de 1982. C'est quoi cette loi? Essentiellement, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, dont vous avez fort probablement déjà entendu parler, mais c'est aussi le processus de modification de la Constitution. Allons voir l'article 52 ensemble. L'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982 nous dit deux choses. Elle nous dit premièrement ce qu'est la Constitution. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est les deux lois constitutionnelles 1867 et 1982, et ce qui est en annexe de ces lois. Mais elle nous dit également que la Constitution, c'est la loi suprême du Canada. En d'autres mots, une règle de droit qui serait incompatible avec la Constitution serait invalidée. En fait, pourrait l'être. Et notez bien que je dis pourrait, parce qu'il existe un procédé de justification d'une atteinte. Mais j'y reviendrai dans une autre capsule. Ce que vous devez vous souvenir pour l'instant, c'est qu'une règle de droit, a priori, si c'est incompatible avec la Constitution du Canada, elle pourra être déclarée invalide. Je vais traiter aussi de la Charte canadienne dans une autre capsule, étant donné que plusieurs de ces droits ont un impact direct sur le droit criminel, et donc je vais pouvoir faire des capsules précises sur ces droits qui y sont garantis. Mais je vais parler maintenant de la modification de la Constitution. Parce que c'est une des raisons pour laquelle la loi constitutionnelle, donc la Constitution, est la loi suprême du pays. C'est parce qu'en fait, son processus de modification est très exigeant, beaucoup plus que celui d'une loi ordinaire. En effet, une loi ordinaire se modifie très facilement. Il faut tout simplement une majorité de la Chambre qui l'a adoptée. Donc, si le Parlement voulait, par exemple, modifier le Code criminel, il aurait tout simplement à le passer au vote, et si une majorité acceptait de modifier un article, cet article pourrait être modifié. La Constitution, c'est plus exigeant. Généralement, il faut ce qu'on appelle le 7-50. Il faut le 2/3 des provinces, donc 7 provinces du Canada, qui représentent 50% de la population canadienne qui votent pour pouvoir modifier une disposition de la Constitution. Il existe aussi certaines choses qui ne peuvent seulement être modifiées qu'à l'unanimité. Donc, il faudrait que la majorité de toutes les provinces et le gouvernement fédéral votent en faveur de cette modification. C'est par exemple ce qu'il faudrait pour pouvoir modifier le rôle de la reine dans la Constitution, donc pour l'enlever à titre de monarque et que le Canada devienne une république, comme aux États-Unis par exemple. C'est également ce qu'il faudrait pour modifier la composition de la Cour suprême, rajouter un juge, en enlever un, changer le nombre de juges du Québec qui doivent faire partie de la Cour suprême du Canada. Et donc, ce processus très exigeant fait que la Constitution canadienne demeure la loi suprême au pays. Donc, ce qu'il y a à retenir de la capsule d'aujourd'hui, c'est ce qui suit. La Constitution du Canada, ça comprend deux lois, la loi constitutionnelle de 1867 et la loi constitutionnelle de 1982. La première sert au partage des compétences, à déterminer quel palier du gouvernement a le droit de faire des lois en quelle matière, alors que la deuxième sert à nous apporter la Charte canadienne des droits et libertés et le processus de modification de la Constitution. C'est également avec la deuxième, la loi constitutionnelle de 1982, qu'on apprend que la Constitution est la loi suprême du pays et qu'une règle de droit qui y contrevient pourra être invalidée. Et donc, je termine en disant ce qui suit. Si vous avez besoin de conseils juridiques concernant une situation qui vous est particulière,
la meilleure et la seule façon d'obtenir de tels conseils, c'est de communiquer avec un avocat en exercice. Rappelez-vous, je ne suis pas avocat, je suis ici simplement à titre éducatif. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur le site internet du barreau pour trouver un avocat compétent dans votre domaine. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous vois la semaine prochaine. Au revoir.